climatique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et Toulouse, d'ailleurs, et sa métropole qui nous accueille aujourd'hui l'ont bien compris. Et nous avons d'ailleurs en direct avec nous Rémi Gaillard, je crois. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille, Rémi? Guérard. Ah, c'est Guérard, avec qui on va y arriver. Vous voyez, j'ai le droit à une erreur pendant l'émission. Donc, merci d'être avec nous, Rémi. Vous êtes conseiller Rénov Occitanie pour Toulouse Métropole. Vous allez justement nous parler de ce grand projet que vous avez mené et que vous allez continuer à mener sans doute. Et nous avons également avec nous en studio nos fidèles experts de la rénovation des copropriétés. Bonjour, messieurs. Pierre Évrard, bonjour. Bonjour, Kenza. Chargé de mission développement durable et rénovation énergétique de la FNAIM. Vous allez bien? Très très bien. Vous avez un peu une coupe à la Chewbacca aujourd'hui. Oui, tout à fait. Non, mais j'aime bien et j'assume. C'est pas mal. Hein. Non, c'est pas mal, ça change. Le Chewbacca de fin de confinement. Bastien Lenné, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes conseiller en stratégie territoriale à l'ANA. Vous allez également nous donner votre point de vue sur justement ce grand projet. Mais justement, Rémi, 2 mots pour commencer. Quelles sont les spécificités du parc en copropriété sur le territoire de la métropole, justement ? Alors, aujourd'hui, on estime environ à 10 000 le nombre de copropriétés sur la métropole toulousaine pour un total d'environ 280 000 logements. Ça représente quand même les 2/3 des logements de la métropole. Oui. Mathématiquement, on est donc sur une grande majorité d'immeubles de moins de 30 lots, puisqu'on sait qu'il y a quelques grands ensembles sur la métropole. Au niveau de la performance énergétique moyenne, on est également supérieur au niveau national, avec des logements construits plutôt récemment, et 1/4 de notre parc qui est classé en étiquette E, F ou G sur l'étiquette énergétique. Et une prédominance des logements qui sont en étiquette C ou D, les 2/3 environ. Et du coup, en fait, avec un peu moins de 200 000 appartements qui sont en classe D, E, F ou G qui sont à rénover, on a un potentiel de rénovation en copropriété qui est équivalent au potentiel identifié de toute la rénovation des maisons individuelles sur la métropole. Rémi Guérard, en 2 mots, quelles sont les spécificités du parc en copropriété sur le territoire de la métropole, justement ? Alors, aujourd'hui, on estime à 10 000 le nombre de copropriétés sur la métropole toulousaine pour un total d'environ 280 000 logements. Ça représente les 2/3 des logements sur la métropole. On est donc mathématiquement sur une grande majorité d'immeubles à moins de 30 lots, puisqu'on sait qu'il y a des grands ensembles dans l'ensemble. La performance énergétique moyenne de ce parc, elle est légèrement supérieure en fait au niveau national, puisqu'on n'a que 1/4 des copropriétés qui sont en étiquette E, F ou G sur l'étiquette énergie. Et on a une prédominance des logements classés en C ou en D. Puis voilà, on peut noter aussi qu'avec un peu moins de 200 000 appartements en classe énergétique D, E, F ou G qui sont à rénover, le potentiel qu'on a de rénovation en copropriété est équivalent au potentiel identifié sur l'ensemble des maisons individuelles de la métropole. Très bien. Alors aujourd'hui, quelles sont les différentes options qui s'ouvrent à une copropriété qui souhaite justement s'engager dans un projet de rénovation ? Alors, on va noter 2 cas. Si la copropriété est fragile, Toulouse Métropole a plusieurs moyens d'action qui sont regroupés dans le dispositif Ma Copro Bouge. Cela va de premières interventions de prévention à des dispositifs curatifs qui peuvent être plus lourds à travers des OPA, donc des opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou des plans de sauvegarde. Le plan Initiative Copropriété, récemment mis en place sur la métropole, renforce et aussi amplifie ce dispositif. Les services de la métropole sont disponibles pour accompagner les copropriétés par le biais d'une assistance à maîtrise d'ouvrage tout le long du projet, du diagnostic à la réalisation des objectifs, travaux ou aide à la gouvernance, et à travers aussi l'octroi de subventions. Pour les autres copropriétés qui ne sont pas en situation de fragilité, la mission du guichet Rénov Occitanie Toulouse Métropole, pour laquelle je travaille, consiste justement à les accompagner dans toutes les phases de leur projet. On va les aider à réaliser le bon diagnostic, à simuler les aides financières associées à leur programme de travaux, accompagner les assemblées générales pour essayer de suivre autant que possible toute une chronologie d'action qui va favoriser le vote d'un programme de travaux ambitieux. Donc c'est à la fois un accompagnement humain et technique, en quelque sorte, on est d'accord ? Exactement. Très bien. Bastien Lenné, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, justement, que vous représentez, joue un rôle clé dans l'accélération de la rénovation des copropriétés. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ses rôles et ses missions ? Oui, alors l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, on la connaît surtout pour distribuer en fait des aides à la rénovation, à l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires privés, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou copropriétaires donc en copropriété.
Mais l'ANA, c'est aussi, a un rôle d'accompagnement des collectivités dans le déploiement de leurs programmes pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens, comme l'a expliqué M. Guérard à l'instant. Alors justement, le dispositif MaPrimeRénov' CoPro a évolué depuis le 1er janvier. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui, concrètement ? Alors à ce jour, on a déjà une dizaine de copropriétés qui bénéficient de la subvention MaPrimeRénov' dans le cadre de leur projet. Oui. On a une trentaine de copropriétés dont le dossier est en cours d'analyse et on a plusieurs centaines de copropriétés dont on sait qu'elles sont en train de monter un dossier. Alors c'est normal à ce stade puisque dans le temps de la copropriété, c'est toujours un petit peu long en fait de monter un projet et il faut savoir que nos engagements financiers en termes d'aide aux copropriétés, on en fait surtout en fin d'année en fait, lorsqu'on a passé toutes les assemblées générales. Donc le dispositif MaPrimeRénov' copropriété commence à peine finalement en 2021 et on lui souhaite évidemment une belle réussite. Et de continuer surtout. Et de continuer on est surtout, c'est effectivement. Ce qu'on souhaite. Alors Pierre Évrard, du côté des professionnels de l'immobilier et du logement, comment est accueilli le sujet de la rénovation des copropriétés ? Est-ce que pour eux c'est une contrainte ou plutôt une opportunité ? Écoute Kenza, faut mettre les choses dans le contexte. C'est qu'à l'heure actuelle, on a un projet de loi qui s'appelle Climat et Résilience et qui va viser l'interdiction de la location des logements classés FG à l'horizon 2028 et E à l'horizon 2034. Donc si on fait vraiment une photographie du parc locatif, un beau diagramme vache qui rit, il y en a la moitié classés en EFG, donc c'est 3,6 millions de logements. Donc quelque part, c'est quand on sait que 60% des lots d'habitation en copropriété sont destinés à la location, alors oui, ça peut être une contrainte. Mais par contre, les professionnels de l'immobilier, du fait que on est dans le cadre d'un plan de relance, clairement on a été mis un petit peu en tête et en face de nos responsabilités. On a tous décidé de s'engager. Donc, il y a eu un engagement à la fédération, la FNAIM, l'UNIS et puis Oriance pour rénover 50 000 copropriétés d'ici 3 ans. Et quelque part, il y a vraiment une envie. Donc, de ce qui était une contrainte et un espèce de un plat de nouilles qui faisait peur parce que tous les textes se mêlent ensemble. Vous avez dit quoi, pardon ? Un plat de nouilles. Parce que très concrètement, nous avons le DPE, nous avons le projet de loi climat et résilience, nous avons différentes aides qui arrivent. Enfin, il y a un magma à l'heure actuelle qui fait que ça peut être difficilement compréhensible. Et si pour certaines professions, ils avaient tendance un petit peu à avoir peur de cette disruption et se dire ce sont des contraintes, le secteur de l'immobilier en fait une réelle opportunité, a vraiment envie d'avancer. Et l'ANA, et Bastien le dit très bien, parce qu'il connaît les chiffres, alors, il ne veut pas tout dire. Aussi, Oui, mais parce qu'on est vraiment partenaire avec l'ANA. On sait pertinemment que le mouvement de la copropriété, on ne va pas se mentir, ça y est, c'est lancé. Ah oui, tout à fait. Et on compte sur les syndics, notamment pour promouvoir ces aides auprès des copropriétaires, en fait, pour que les copropriétaires comprennent aussi la chance qu'ils ont de pouvoir être accompagnés aujourd'hui avec des aides pour toutes les copropriétés. Alors justement, messieurs, je vous propose de découvrir à présent et sans plus attendre la cité de l'Hers, des images signées de notre rédaction, évidemment. On regarde. Deux salles, deux ambiances. Les travaux de rénovation énergétique de la cité de l'Hers sont remarquables. La cité fait peau neuve, on s'y sent toujours aussi bien. Je suis né moi-même à la cité de l'Hers depuis 62 ans ici, sur site. Une longévité grâce à un cadre de vie agréable avec beaucoup de verdure. Il y avait des petits jardins individuels pour les gens qui habitaient en rez-de-chaussée. Et petit à petit, ça a été supprimé et nous avons créé, il a été créé des espaces verts que vous pouvez voir. C'est le plus gros budget espace vert qu'on a sur site. Donc, la cité est étendue sur 7 hectares, très ombragée, des carrés de pelouse, beaucoup d'entretien, beaucoup de travail. 7 hectares à 20 minutes de la place du Capitole, c'est un véritable village dans la ville. Nous avons tous les moyens entre les commerces, les lycées, les bus, à proximité, le métro qui n'est pas très loin, et ce qui fait que nous sommes pratiquement en ville. Un chantier de plusieurs années qui va bien au-delà de la rénovation énergétique. Un vent nouveau souffle sur la cité de l'Hers à Toulouse. Elle est jolie, cette cité de l'Hers, c'est pas mal. Alors Bastien, la cité de l'Hers, justement, est une copropriété horizontale qui a réussi à mener une opération de rénovation énergétique d'envergure sur l'ensemble des pavillons avec l'appui des opérateurs missionnés par Toulouse Métropole. Justement, quel a été précédemment le rôle de cet opérateur ? Alors, je vais revenir 2 secondes sur la notion de copropriété horizontale, parce qu'à la cité de l'Hers, effectivement,
On est sur une copropriété qui n'est pas forcément un ensemble de pavillons en tant que tel, mais on a bien vu qu'il y avait quand même 42 bâtiments pour 300 logements. Donc c'est en fait une constellation de très petits collectifs. C'est pas mal. Alors c'est Ça pas change de mal. ce qu'on voit d'habitude. Alors l'avantage Oui. évidemment, c'est en termes de vie. En fait, à c'est fait. très agréable à vivre. Il y a beaucoup d'espace extérieur Visuellement, aussi c'est très bien. pour les logements. Donc ça, c'est aussi une qualité qu'il faut préserver hein, dans ce type de résidence. Mais là où je voulais en venir, c'est que pour convaincre les copropriétaires à rénover un ensemble de 42 bâtiments, ça veut dire que c'est pas une copropriété à rénover, c'est 42 bâtiments. Donc, Oui. si vous voulez, le défi, quand même, il était de Il est taille énorme, effectivement. pour convaincre l'ensemble des copropriétaires d'aller dans ce projet de rénovation. Et sans parler aussi des parties privatives, hein, parce qu'il a fallu aussi aller sur les fenêtres, les portes, rénover les chaudières individuelles, etc. Et donc, pour ce faire, en fait, Toulouse Métropole, effectivement, a missionné un opérateur. Et c'est là où l'ANA, en fait, accompagne aussi la métropole financièrement et méthodologiquement pour missionner cet opérateur qui va aller à la rencontre des copropriétaires, à la rencontre du syndic, organiser les choses avec eux, faire un état des lieux d'abord, et les accompagner pas à pas en fait dans le projet, dans l'élaboration du projet de travaux, la motivation de chacun à travers des animations diverses. Ils ont même missionné un opérateur pour faire un théâtre forum en fait avec les copropriétaires et Ah oui. oui, animer Ils ont avec été eux, en très fait, loin, quand les même, impliquer voilà. au Très maximum dans le projet. Comme si c'était un jeu. Alors, comme si c'était un jeu, sauf que ce n'est pas un jeu Oui, pour les évidemment, copropriétaires, évidemment. Mais c'est resté quelque chose de ludique. En tout cas, ça les a positionnés sur quelque chose de sérieux, mais ils l'ont abordé de façon ludique. Ça les emmène dans un Ouais, dans projet quelque chose collectif. Il sur fallait lequel ils créer s'investissent. quelque chose, une Très bien. synergie dans cette copropriété. C'est vrai que l'opérateur, il est venu apporter ça, en plus des missions habituelles qu'on peut attendre d'un opérateur, qui sont de monter les demandes de financement, en fait. Bien sûr. Voilà. Alors, cette résidence, on comprend, hein, vous la connaissez bien. Un mot sur la genèse du projet, peut-être, et la spécificité de cette rénovation. Comment l'idée, justement, de s'engager dans un projet de rénovation énergétique est-elle venue, vraiment ? Oui, alors cette résidence, comme on vient de le voir, elle est quand même un peu particulière avec tous ces bâtiments. Mais à l'origine, il faut savoir qu'il y avait quand même un terreau favorable avec des copropriétaires motivés qui voulaient aller de l'avant, qui voulaient rénover leur résidence. Et surtout qu'il y avait des bonnes relations avec leur syndic. Donc en fait, tout allait bien. Simplement, la difficulté, et là où le projet a pu se faire, c'était vraiment se poser des questions comme comment je vais mener ce projet pharaonique à l'échelle des 42 bâtiments sans être accompagné, c'était plus envisageable. Alors justement, je vous propose de faire un état des lieux en regardant justement quelques images sur justement cette fameuse rénovation de l'ERS. C'est parti. Les bâtiments ont été rénovés déjà en 1990. Donc ça commence à faire un petit peu, donc il fallait faire quelque chose avant que nos bâtiments et nos appartements deviennent insalubres pour certains par rapport à de l'humidité, par rapport à la vieillesse, quoi. Il faut voir par rapport à toute cette verdure, ces arbres, ça attire de l'eau, ça pompe de l'eau. Nous sommes quand même sur un bassin versant descendant et toute l'eau ravine de tout en haut de l'avenue de Castres. Et effectivement, l'eau stagne et on arrive par capillarité à avoir des appartements humides. C'est un chantier qui, globalement, sur l'ensemble des logements sociaux et privés, représente plus de 6 millions d'euros de chantier. Et en cette année 2021, c'est la fin de ce chantier de réhabilitation énergétique. Pose d'ITE en façade, réfection complète des serrureries, changement des fenêtres et des portes privatives. Nous terminons sur le chantier VRD, donc la partie qui se voit un petit peu moins, mais nécessaire aussi parce que eh bien, ce bâtiment des années 50, ces bâtiments, hein, puisque nous avons 80 bâtiments, ces bâtiments des années 50 vieillissent et les réseaux également. Donc nous reprenons l'ensemble de ces réseaux lorsque nous avons déterminé qu'ils étaient à reprendre. Alors Pierre Évrard, on vient voir des jolies images de cette résidence. Tout à fait, Alors oui. il faut quand même signaler que les travaux ont duré des années, donc qui viennent de se terminer là, à l'instant. Alors justement, clairement, c'est pas juste une histoire de travaux, hein, c'est vraiment un projet de vie à part entière, comme on le disait justement avec Bastien. Mais alors justement, comment tenir le rythme et surtout comment tenir sur la durée, car on imagine bien que les propriétaires changent et clairement le syndic et les différentes parties communes aussi, quoi. Oui,
Oui, Kenza, c'est clair que c'est un engagement commun, c'est un projet commun, c'est un projet collectif. Et c'est vrai que dans la durée, eh ben oui, il y a des choses qui changent. Il y a des intervenants. Alors, les syndics, normalement, ils sont censés pas changer, hein, parce qu'ils ont l'habitude. C'est un métier qui est un petit peu compliqué. C'est un peu, voilà, c'est un peu Bob l'éponge. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tout va très bien. Il y a d'autres moments, tout le monde est dessus. Et donc, quelque part, pour tenir dans la durée, il faut déjà que l'objectif final soit bien vu. Et justement, il ne peut pas y avoir qu'un objectif technique. C'est vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose qui doit être beau, qui est aussi un petit peu compliqué, donc qui demande du temps, mais clairement, au-delà vraiment de la rénovation énergétique, c'est la mise à jour du patrimoine, c'est la mise à jour de toute la copropriété, et là, on voit, plus d'une quarantaine de bâtiments, ça ne se passe pas d'un claquement de doigts, quoi. C'est vraiment, ça demande de saucissonner les choses, et voilà, ça demande du temps, ça demande de la maturation, ça demande une certaine expertise. Voilà. Et c'est pour ça, il faut avoir en même temps, premièrement, des convictions, un projet qui est bien lisible, qui est accepté, qui est acceptable, parce que si on a des personnes en effet qui arrivent dans la copropriété, faut qu'ils puissent, voilà, il y a différents enjeux, différentes choses qui font que, au final, c'est réussi. Alors concernant les travaux, Pierre, hormis la réfection des serrures, les changements des menuiseries et une isolation thermique globale, quels sont les autres travaux qui entrent justement dans le cadre d'une rénovation ? Je dirais tous les travaux finalement, parce qu'on est vraiment, la rénovation énergétique finalement, c'est d'abord et avant tout de la rénovation. Donc quelque part, tous les travaux participent à. Et là, on peut mettre vraiment tout. Maintenant. Évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que le monde a un petit peu changé ces dernières années. Il y a encore quelques années, les dispositifs d'aide, on était un peu monomaniaques. C'est-à-dire, c'est un peu comme la fête de l'andouille, mais c'était la fête de la pompe à chaleur. C'est un peu comme la fête de l'andouille ou la foire au vin. C'était un supermarché et les aides, c'était vous avez une aide sur les fenêtres, vous avez une aide sur les pompes à chaleur, vous avez une aide sur ça. Maintenant, c'est fini. Avec MaPrimeRénov', voilà, c'est dispositif intelligent, malin, on vise des objectifs de performance globale. Ça veut dire que MaPrimeRénov' copropriété, il faut atteindre 35% minimum de gain énergétique. Les dispositifs C2E, ITOU, c'est la même chose, c'est 35%. Le crédit, l'éco-prêt à taux zéro collectif, c'est 35%. Donc quelque part, tout est imbriqué dedans, mais on n'est plus justement à se focaliser uniquement sur la chaudière ou la pompe à chaleur ou telle technologie. Maintenant, c'est vraiment, on travaille finalement deux éléments, c'est l'enveloppe, donc le hard et le soft. Le soft, c'est vraiment les systèmes de chauffage, c'est-à-dire qu'on peut retirer et mettre. Vous vouliez intervenir, Bastien ? Simplement pour confirmer les propos de Pierre, concernant déjà la volonté de convergence des différents dispositifs. On a parlé des fameux 35% comme atteinte de gain énergétique. L'idée, c'est vraiment d'avoir des réglementations qui convergent vers les mêmes objectifs. Après, aussi, tout l'intérêt de porter le projet global de rénovation, qui est quand même aujourd'hui une importance évidente, mais tout en revenant aussi, alors en sortant un petit peu des copropriétés, pour dire que le MaPrimeRénov', en tout cas pour l'individuel, a une vision un petit peu différente, parce qu'en fait, la rénovation par geste, on a vu que ça marche aussi, mais avec les propriétaires individuels. Là, le problème, c'est d'aller sur le collectif, en copropriété. On ne peut pas dire on va changer un bout par-ci, un bout par-là. Ce qu'il faut, c'est vraiment un projet global pour avoir un objectif aussi clair pour les copropriétaires. Bastien, après, sur MaPrimeRénov' individuelle, on est d'accord que finalement, c'est dans les derniers déciles où, en effet, on demande de la rénovation globale sur les individuels. Alors, on demande de la rénovation globale. En fait, on permet l'accompagnement rénovation globale sur les derniers déciles, mais on permet aussi, et depuis longtemps, l'accompagnement à la rénovation globale pour les modestes et les très modestes à travers les aides historiques. Mais de l'agence. dans les derniers déciles, la personne ne peut plus vraiment faire par geste. C'est effectivement la volonté de les emmener sur un programme global. Donc on est bien sur cette vision. On sent quand même que vous êtes copains comme andouillette. C'est sympa à voir. Comme cochon. Non, vraiment. En tout cas, entre travaux d'entretien et travaux de rénovation énergétique, quelle est la frontière, messieurs ? Mais il n'y en a pas, en fait, finalement. Parce que globalement, quand on fait une rénovation, finalement, ce qui se passe concrètement, comment ça marche ? La majorité du temps, c'est en effet, soit déjà il y a des travaux un petit peu cosmétiques qui sont commandés, notamment des travaux de ravalement. Donc quelque part, de toute façon, il va y avoir des travaux incontournables à faire et on ne peut pas faire autrement. Voilà, on ne peut pas se cacher.
Et quelque part, en faisant ces travaux-là, étant donné que la décision elle est prise, finalement, on a des lois, on a un texte qui s'appelle les travaux embarqués. Dès qu'on fait un petit peu plus de ravalement de façade, on est obligé de réfléchir ou de faire de l'isolation. Donc quelque part, ça met le pied à l'étrier. Et après, il y a les questions de confort et d'inconfort, parce que parfois, il peut y avoir des pathologies aussi. On se rend compte qu'il y a un excès d'humidité dans une partie ou toute ou partie de la copropriété. Et finalement, ce sont des éléments, quelque part, des travaux de réflexion qui conduisent à des travaux un petit peu plus importants, à un petit peu de performance énergétique. Et puis à un certain moment, on dit, on va essayer d'optimiser tout ça, hein, on va pas se cacher. On travaille vraiment massivement. Alors, Bastien Néné, allez-y, je vous en prie. Non, j'allais dire, c'est effectivement le positionnement aussi de l'ANA historique, hein, de travailler sur différentes thématiques d'intervention. Donc l'aide aux copropriétés, elle existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années pour traiter des sujets qui sont importants, hein, qui peuvent être notamment la dégradation du bâti. Et c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'on intègre dans notre réglementation des objectifs de rénovation énergétique. Donc en fait, c'est plutôt à l'envers qu'on a vu les choses. C'est qu'on existait avant pour aider les propriétaires français dans la rénovation de leurs biens. Et on a intégré tout ce qui est rénovation énergétique dans notre ADN en fait, de rénovation. Mais alors question Bastien, est-ce qu'en matière de travaux, les aides et les subventions de l'ANA sont-elles soumises à l'atteinte d'une étiquette énergétique particulière ? Oui, alors dans le même esprit de convergence, hein, sur les gains énergétiques, il y a un objectif d'atteinte de l'étiquette D. Voilà, c'est l'objectif fixé dans une rénovation sur l'habitat ancien. J'insiste, hein, il faut s'éloigner de la vision de l'habitat neuf. Et on a aussi un système de primes dans ma prime rénov copropriété, où lorsqu'on atteint, le projet atteint une étiquette A ou B, il peut avoir une prime supplémentaire de 500 €. Ou lorsque la copropriété est d'abord en étiquette F ou G, et qu'elle sort en fait de ces étiquettes F ou G, elle peut aussi avoir une prime de 500 € par logement. Alors, question que j'ai quand même besoin de vous poser. Quel impact avec le DPE opposable juridiquement depuis hier ? Ah bah oui. C'est énorme. Alors c'est énorme, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que l'opposabilité du DPE, finalement, l'opposabilité, c'est juste que le DPE devient comme tous les autres diagnostics qu'on connaissait déjà. Arrêter de faire les ratons laveurs, on va arrêter de se masquer la face, c'est pareil. Par contre, le point qui est vachement important, c'est que l'opposabilité, surtout, ça donne une valeur juridique au DPE. Ça veut dire que, au regard de la loi, le DPE a une existence juridique. Et tu vas tout de suite comprendre le truc, c'est que, étant donné qu'il a une existence juridique, les textes de loi peuvent se référer aux lettres du DPE. Et donc, ce DPE opposable, Climat et Résilience nous dit les lettres F et G au 1er janvier 2028, on ne pourra plus les louer. Et en 2034, c'est en débat, mais en 2034, ça sera les E. Et quelque part, là où c'est extrêmement important et où ça change réellement toute la donne, c'est que la notation, cette lettre, ne se fait pas uniquement sur les consommations énergétiques, ce qu'on connaissait avant, sur les consommations énergétiques et sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui fait que ça descend, ça abaisse directement la note, ça défavorise tout ce qui était chauffé au gaz et au fioul, et ça favorise ce qui était chauffé à l'électricité. Mais ça change réellement quand même énormément de choses. C'est un bouleversement assez majeur. Il y a un impact par rapport en fait, à la source de production de chaleur, la source d'énergie qu'on utilise. Après, c'est vrai que l'impact par rapport à la réglementation ANA, elle intégrait déjà en fait, ces étiquettes dans sa réglementation. Donc c'est vrai que c'est toujours le sujet de la convergence. Parce que vous avez été les précurseurs. Alors, peut-être, mais en tout cas, si tu veux, le sujet, c'est quand même justement d'avoir un système, d'aide financière qui permette d'accompagner ce mouvement de sortie des étiquettes F ou G. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est d'être précurseur et d'impulser aussi cette démarche, mais tout en proposant de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les copropriétés seules face à cette problématique. Parce que je reviens sur la vision partagée entre copropriété et individuel. En individuel, le propriétaire, il fait ce qu'il veut avec son bien et il maîtrise son bien. Donc on peut l'accompagner dans certaines conditions, etc. En copropriété, vous êtes lié au destin de la copropriété par le syndicat des copropriétaires. Donc effectivement, c'est différent. Donc on a un système qui veut aussi répondre, corriger, en tout cas, les anomalies qu'on voit dans le parc et qu'on ne peut plus, on est obligé de regarder en face aujourd'hui. Alors justement, messieurs, au-delà de l'expertise que vous nous apportez et des éléments que vous nous faites partager, il y a aussi les facteurs clés de réussite d'un tel projet, et c'est exactement ce que je vais vous proposer de regarder au travers de ce reportage.
pour arriver à voter, nous avons voté par bâtiment, ce qui a pris énormément de temps. Et vote par bâtiment, le jour du vote, on y a passé toute une journée, très compliqué. Et ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que les travaux ont été votés à l'unanimité par tous les copropriétaires. Et ça a été quand même un travail de longue haleine de la part de Promologie, du bailleur, et du conseil syndical qui a énormément travaillé là-dessus. Notre force a été de bien s'entendre, de bien fonctionner et d'être récompensé par ce résultat-là. Je crois que ce genre de chantier, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un très gros chantier, vous le verrez avec le président du conseil syndical, 350 logements sur plus de 80 bâtiments et 7 hectares, ça crée forcément des problématiques de réflexion, ça crée des problématiques évidemment d'accompagnement indispensables à l'organisation et à la surveillance des dérives financières ou des problématiques notamment d'impayés que l'on peut rencontrer. Donc ça a été la consécration d'une grande collaboration entre le conseil syndical, un conseil syndical extrêmement fort et acteur sur la copropriété. Ils n'ont pas du tout été passifs, au contraire. Participation également évidemment du copropriétaire principal qui est Promologie, bailleur social sur le site, et des autres copropriétaires individuels, privés, qui sont soit bailleurs, soit occupants. Et ce genre de réhabilitation sans concertation, j'allais dire sans osmose, ça ne peut pas arriver au bout. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, sachez que ce projet, c'est plus de 300 logements répartis sur 7 hectares et plus de 40 immeubles. Un projet qui a pourtant été voté à l'unanimité. Pierre, on peut parler de prouesse sur cette question ? Tout à fait, parce que vraiment, c'est une communauté. Et plus de 300 logements, on imagine tout de suite les discussions entre des propriétaires, des copropriétaires occupants, des copropriétaires bailleurs, des copropriétaires échangeant avec leurs propres occupants. Enfin, quelque part, là, c'est un village, c'est une mini-ville quand même, qui ont réussi à prendre une décision collective. Et souvent, on sait que c'est pas simple, parce que finalement, on se rend compte que parfois, on a des personnes qui sont moteurs, très très bonnes techniquement, parfois trop moteurs, trop bonnes techniquement, ce qui fait que ça fait un petit peu peur aux autres. Enfin, il y a tout un jeu d'équilibrage et de nature humaine. Et heureusement, les syndics, finalement, la base, il y a la gestion, il y a aussi la perméabilité à la matière humaine. Bastien, un commentaire suite aux images que vous venez de voir ? Simplement revenir sur le sujet de l'accompagnement, finalement, parce que certes, effectivement, le syndic est le premier conseiller, des copropriétaires. Néanmoins, il a fallu quand même aller au-delà, finalement, d'un projet classique et faire face aux particularités de ce projet sur une résidence assez étendue. Rémi Guérard, on vient de le voir, un projet de rénovation énergétique, c'est avant tout un projet collectif. Quels sont selon vous les autres facteurs de réussite sur ce type de projet ? Alors, tout d'abord, c'est vrai, le fait que le conseil syndical et le syndic travaillent ensemble, c'est primordial. Déjà. Entre eux, ils travaillent bien ensemble, évidemment, mais aussi par la suite, comme vient de le dire M. Lenné, avec les intervenants extérieurs, que ça, accompagnateurs, mais aussi maîtres d'œuvre, qui est obligatoire dès qu'un projet est un peu ambitieux. Éventuellement AMO, tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire maintenant avec ma prime Rénov-Copro. Sur les autres points, c'est vrai que pour qu'un projet aboutisse, c'est trivial, mais il faut qu'il commence bien. Et du coup, la première étape de diagnostic est également très importante. C'est vrai que le DPE, ce dont vous venez juste de parler, moi, je le considère plutôt comme un état des lieux, c'est-à-dire vraiment une photographie d'un logement ou d'une copropriété à un instant T. Oui. C'est vrai c'est pas forcément l'outil pour se projeter dans le futur sur si je fais telle action, si je fais tel scénario, quel gain je vais atteindre, où je vais. Ça, c'est vraiment plutôt la notion de diagnostic. Il existe plusieurs méthodes là-dessus. Et il faut pouvoir trouver l'étude adaptée à chaque copropriété. Ensuite, suite à l'étude qui donne les informations techniques de où est-ce qu'on peut aller, avec quels travaux et à quel coût, c'est vrai qu'il y a le nerf de la guerre. Il faut arriver à donner des informations précises sur les aides. Ça, c'est indispensable. Idéalement, ce à quoi on travaille, il faut arriver à présenter à chaque copropriétaire
selon sa taille d'appartement, Oui. selon son statut, qu'il soit occupant ou bailleur, selon ses revenus. Exactement, il faut lui dire quelle sera sa quote-part et à quelles aides il va avoir droit. Plus, quels moyens de financement lui sont proposés, les solutions de prêt ou autres facilités. Et puis, comme les projets sont longs, on le voit à monter et que ça fait une masse d'informations extrêmement importante. À la fois, il y a une technique, financière, réglementaire. Il peut y avoir beaucoup de sources de stress. Oui. Du coup, il faut arriver à bien communiquer tout le long du projet. Tout le temps, à chaque étape, pour donner les bonnes informations, informer sur l'avancée du projet et rassurer les gens sur là où on en est et ce qui va se passer par la suite. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent aussi de votre part, hein, Pierre Ebrard. Ah oui, tout à fait. Oui, hein. Je reviens sur un point qui est en effet extrêmement clé, et Rémi a bien mis le point dessus. Quand je parle du DPE, quelque part, oui, c'est une photo, et ce n'est qu'une photo. Oui. Par contre, cette photo, elle va pousser ceux qui ont du E, du F et du G, en effet, à engager des travaux. Oui, à se bouger. Mais la base, ouais. et en effet, et Rémi, et c'est très important, merci de l'avoir rappelé, c'est que la base de tout, surtout sur des bâtiments comme ça, c'est l'audit énergétique. L'audit énergétique, il y a un truc, c'est très simple, c'est qu'un DPE, ça propose des travaux, des scénarios de travaux, ce n'est qu'à titre informatif. Oui. Un audit énergétique, c'est un bureau d'études, ça prend en compte beaucoup plus de choses, c'est une méthode qui est réglementaire, qui est assurée, et quelque part, la personne, ce sont des préconisations, ça veut dire qu'elle engage sa responsabilité. Et ça, voilà, donc c'est pour ça vraiment, le DPE, très important pour regarder un petit peu la photo, et ça va faire bouger quand même pas mal de monde, et par contre, pour vraiment réaliser, paramétrer les travaux, techniquement, financièrement, c'est l'audit. Alors, autre facteur. Bastien, vous voulez réagir avant de lancer les images ? Sur l'audit, je pense qu'on est tout à fait d'accord Oui, sur tout à fait, l'importance de l'audit énergétique. Non, j'étais en train de me dire que depuis tout à l'heure, on parle étiquette énergétique, notamment dans la réglementation ANA sur les copropriétés. Mais en fait, derrière l'étiquette, on ne pense pas DPE à l'ANA, on pense audit énergétique pour les copropriétés. C'est la norme, en fait, aujourd'hui. C'est la norme, tout à fait, oui. Alors, au-delà, justement, des facteurs qu'on vient d'énumérer, il y a aussi les facteurs liés au financement. Ce sont justement les facteurs que je vous propose de découvrir au travers de ces images. Nous avons été accompagnés par le cabinet Urbanis, économiste du bâtiment, pour la gestion financière de ce chantier, cette réhabilitation, puisqu'on est sur une opération d'amélioration de l'habitat, pilotée et accompagnée par la métropole de Toulouse, sous contrôle évidemment des organismes prêteurs et de l'ANA et de la Caisse d'épargne, puisque la Caisse d'épargne en l'occurrence est un acteur important dans les prêts qu'il a fallu solliciter, tant pour les copropriétaires dans leur quote-part personnel que sur le préfinancement des subventions qui seront donc versées à l'issue du chantier lorsque l'ensemble sera réceptionné à la fin de cette année 2021. Ces travaux ont un coût, mais avec tous les partenaires que l'on a entre l'ANA, entre le Toulouse Métropole, entre tous ces partenaires-là, on s'aperçoit qu'avec des aides, nous arrivons quand même à financer et à pouvoir traiter tout ce budget-là. Alors, Bastien, l'ANA a fortement contribué au financement de ce projet de réhabilitation et de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'accompagnement et les aides financières de l'ANA et surtout les spécificités de cette rénovation plus particulièrement ? Alors là, on sort un petit peu du cadre MaPrimeRénov'. Parce que MaPrimeRénov' copropriété, c'est un programme qui se veut simple et qui ne va pas forcément répondre justement à des situations complexes comme celle de la rénovation de la Cité de l'Hers. Oui. Donc c'est pour cela que l'ANA, en fait, a accompagné Toulouse Métropole dans la mise en place d'une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour cette copropriété, pour pouvoir déjà disposer de ce fameux accompagnement dont on parle depuis le début de l'émission, et pouvoir disposer aussi d'un système d'aide adapté, si vous voulez, pour pouvoir avoir une aide au syndicat, pour pouvoir aussi accompagner individuellement les rénovations, si vous voulez, logement par logement, parce qu'il y avait beaucoup de parties privatives. Mais aussi pour pouvoir avoir des partenaires, comme cela a pu être évoqué, des partenaires financiers, tels que la Caisse d'épargne, qui a pu préfinancer les aides. Et tout ceci a pu se mettre en place dans le cadre d'une opération dite complexe. Donc là, on est bien sur l'intervention historique de l'ANA sur les copropriétés. Oui. Alors justement, Rémi Guérard, quelles sont les aides qui existent pour les copropriétaires qui ne bénéficieraient pas justement de ce type d'accompagnement ?
Alors, quand on n'est pas hors aide en fait dédiée aux copropriétés fragiles, la première question qu'on pose à une copropriété qui se renseigne, c'est vraiment le est-ce que vos travaux vont vous permettre d'atteindre 35% de gains énergétiques? Oui. Si c'est non, c'est-à-dire uniquement une rénovation de toiture ou changement de porte d'entrée, par exemple, d'immeuble, malheureusement, il ne va pas y avoir grand-chose. Il y a les certificats d'économie d'énergie qui sont mobilisables, c'est à peu près tout. Ce sont des primes en fait proposées par les fournisseurs d'énergie. Il peut y avoir des aides individuelles, mais au cas par cas, ça a tendance à diminuer. Par contre, si 35% sont atteignables, alors on peut déclencher ma prime Rénov CoPro, Oui. qui est une aide gérée par l'ANA. On parle alors là de 25% de financement des travaux, plafonné à 15 000 € par logement, mais pour tout le monde. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et on peut rajouter les certificats d'économie d'énergie et des primes individuelles pour les occupants aux revenus modestes. Donc on a un socle collectif extrêmement intéressant. À partir de 25% de gains énergétiques, on peut aussi déclencher sur la région Occitanie l'éco-chèque de la région pour les revenus modestes. Oui. Et puis, à partir de 40% de gains énergétiques, Toulouse Métropole a mis en place une prime éco-rénovation pour les occupants, et on a aussi l'AREC de la région, donc l'Agence régionale énergie-climat, qui propose un prêt collectif Rénov Occitanie, qui est un produit très très intéressant. Il existe aussi, ça a été cité, les bonus sortis de passoires énergétiques, atteinte du niveau BBC rénovation, un recours aux matériaux biosourcés au niveau de la métropole. Oui. Et là, du coup, voilà, c'est justement le but du diagnostic, dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir associer tout cela à des scénarios de travaux. Donc on en revient à, si on a fait un audit énergétique, on peut avoir des informations très précises sur les scénarios de travaux en fonction du gain qui est atteint. C'est vrai que si on n'a pas fait encore d'audit énergétique, c'est beaucoup plus compliqué de renseigner et d'informer sur les possibilités de financement. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à décrocher, hein. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Après, je rejoins ce qui a été dit au début, hein. On a une vraie tendance des financements à flécher à inciter au programme de travaux performants qui arrivent à 25, 35, 40, 55% de gains énergétiques. Pierre, avant de parler de la FNAIM et des aides de la FNAIM, vous aviez peut-être quelque chose à compléter? C'était par rapport à ce que nous faisons, nous aussi, en termes d'accompagnement, Oui, en fait, justement. finalement, sur le financement. Oui. Alors, comment on fait au sein de la fédération? Évidemment, c'est un sujet, parce que clairement, il y a le technique, il y a le volet information et il y a le volet financier. Donc, ça fait partie vraiment, c'est un des gros piliers. Donc, ce qu'on a fait et ce qu'on fait, c'est qu'on a un service juridique qui, évidemment, aide tous les adhérents, voilà, pour définir, formater, démystifier quelque part, parce que ce qui était encore il y a quelques années un maquis des aides, voilà, donc on faisait des petits événements, soirée Pépito, soirée Cognac, mais pour qu'ils comprennent. Seulement là, on est passé à une autre échelle, donc avec de la formation, et là je suis vraiment très heureux parce que j'avais oublié et omis ce détail-là. On a signé en fait un accord de partenariat avec un courtier qui s'appelle la Centrale de Financement, qui appartient au groupe Kering. Oui. Alors, voilà, groupe Kering, on voit tout de suite ce que c'est. Et qui ont lancé une offre dédiée à la copropriété pour accompagner les copropriétés dans leur ensemble, donc l'association, l'assemblée des copropriétaires, et en même temps avec une capacité d'aider les copropriétaires qui en auraient besoin. Parce qu'on ne peut pas aller vers une décision commune si sa situation personnelle est catastrophique, sinon on est pris à la gorge. Et le système marche très très bien, et merci Rémi d'avoir remis ça sur le devant de la scène. C'est que ils ont été mandatés justement, la centrale de financement, pour travailler Oui. et pour agir sur le prêt collectif AREC Occitanie. Voilà, Oui, donc, la Bast- boucle. La Voilà. boucle est bouclée, c'est ça? Oui. Bastien, un mot de fin justement avant de conclure cette émission. J'allais dire un peu comme Pierre, c'est vrai que les aides à la rénovation, c'est un peu comme un paquet de pépitos. C'est-à-dire qu'on pioche dedans, et on a beau piocher dedans, Vous êtes des gourmands. jusqu'à être rassasié. C'est l'été en plus. Non, il faut pas Voilà, oublier- sortir les tongs. Oui. Non, mais c'est Ah vrai. ouais. Bah, c'est On l'été pourrait, bientôt, on ouais, pourrait. évidemment. Il faut démystifier, il faut que les gens comprennent. Si on veut bien revenir sur l'image du paquet de pépitos, l'ANA, en fait, insistera aussi pour qu'on ait bien un paquet. Ah, vous savez que la petite languette là qu'on peut tirer, et où les pépitos ils sortent bien ordonnés comme ça. Vous voyez? Toujours celui qui est Mais bloqué. est-ce Je sais pas ce que vous avez avec les pépitos, mais c'est pas mal. On a faim. Non, mais ce que je veux dire, j'observe, c'est l'important, c'est on voit bien qu'on a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs différents, mais c'est comment on les ordonne pour qu'ils soient plus faciles à manger.
En tout cas, l'image et que facilite les choses. pardon, et là, je rejoins aussi Bastien, parce que l'image, elle est très très bonne, c'est que ce qui se passait aussi, nous sommes dans le cadre d'un plan de relance. Donc, quand des lignes financières du plan de relance ne sont pas utilisées, elles vont ailleurs. Pour MaPrimeRénov', on est en effet en très bonne consommation. Ce qui se passait aussi des années avant, c'est que le paquet de Pépito, il y avait 2-3 Pépitos qui restaient au fond que personne n'utilisait. Et ça, c'était extrêmement dommageable. Et parfois, je pense que c'est ce qui a empêché certains projets de démarrer, parce que les derniers Pépitos à accéder, pour peu que la main soit un petit peu grosse, on n'arrive pas jusqu'au fond. Vous aimez bien les Pépitos, oui. On a compris. Mais non, mais il y en avait dans le studio, il y en a plus. Messieurs, vous restez encore avec nous. Le temps de nous quitter, on va regarder un dernier témoignage et on se retrouve juste après pour finaliser cette émission. Les commerces qui partaient à une époque avant la phase de réhabilitation reviennent maintenant. Évidemment, les locaux commerciaux se louent de nouveau. Il y a des cessions sur ces logements. Les gens qui ont acheté ou qui étaient propriétaires avant 2017, aujourd'hui peuvent penser à céder leurs biens en faisant une réelle plus-value. Donc on a eu une amélioration de l'habitat par une isolation par l'extérieur et donc un confort de vie au jour le jour, mais également finalement une plus-value sur la valeur des bâtiments qui fait que aujourd'hui on a des propriétaires qui ont plutôt le sourire. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec du recul, certains bâtiments sont terminés depuis 3 ans, d'autres depuis 2 ans, et avec le recul, oui effectivement, l'hiver, on commence à avoir une diminution de factures. Et l'été, nous commençons à avoir de la fraîcheur. Suivant le bâtiment où est-ce qu'il est situé, nous avons, oui, effectivement, du 15% pour certains, du 10%, et dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. Amélioration de l'habitat, meilleur confort de vie au jour le jour, économie sur la facture énergétique des propriétaires qui ont retrouvé le sourire. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le reportage. À travers cet ambitieux et beau projet, c'est finalement une nouvelle vie qui s'est offerte à la cité de Lers à Toulouse. Vous l'aurez compris, la rénovation des copropriétés, on a tous à y gagner. Et c'est sur ces mots que nous allons d'ailleurs nous quitter. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière, qui est la dernière, mais la dernière d'un long parcours encore, puisqu'on se reverra dans pas très très longtemps. Je voudrais remercier Rémi Guérard qui a été avec nous. Rémi, vous êtes encore là ? Oui. Merci Rémi pour votre expertise et bravo pour ce que vous faites en tout cas à la métropole de Toulouse. On vous souhaite un bel été. Vous partez en vacances ? Bientôt, en août. N'oubliez pas vos tongs. Quelques accompagnements copro avant de partir. Très bien, n'oubliez pas vos tongs. À bientôt Rémi, merci beaucoup. Merci à vous messieurs d'avoir été avec nous. Kenza, Pierre Évrard, j'étais ravie. C'est pas la dernière, il me semble qu'il va falloir retirer les tongs parce qu'on a une édition à Paris dans le cadre du salon de la copropriété. Exactement. Et cette fois, ça sera avec du public. Mais on a le droit d'aller prendre un peu de vacances quand même avant. Alors on va aller se reposer un petit peu, mais en tout cas je vous remercie beaucoup Pierre Évrard d'avoir joué le jeu sur toutes ces émissions. Vous avez été l'un de nos plus bels ambassadeurs, participants. Merci beaucoup, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à l'AFNAIM. Bastien Lenné, je sais qu'au début vous étiez un peu timide et puis après vous êtes dit allez on est à la maison, on est bien avec Kenza et Pierre et avec tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup Bastien. Merci Kenza et peut-être rendez-vous en septembre avec un paquet grand de Pépito. Plaisir et merci et merci surtout à vous qui nous avez suivis tout au long de ces émissions. À suivre tout de suite, vous le savez, de nombreux ateliers pour vous informer et tout savoir sur la rénovation des copropriétés de votre région. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette 13e édition et dernière émission de Bienvenue dans ma copro. On se retrouve à l'automne pour une édition spéciale à Paris, comme nous l'a dit justement Pierre. Très belle journée et surtout très bel été à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.